Il est 18h. Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Un soldat tué et 4 autres blessés, c'est le bilan provisoire d'une embuscade en Casamance. Leur véhicule attaqué à la suite d'une explosion sur une mine par des rebelles à Sikoun. Journée de deuil national ce jeudi. Le drapeau en berne, une journée de prière à la mémoire des disparus des dernières violentes manifestations pour la libération de Sonko. Les maladies rénales, un véritable problème de santé publique, pas moins de 650 000 Sénégalais atteints, 1000 nouveaux cas recensés chaque année à l'hôpital Le Dantec. La rédaction en parle à l'occasion de la journée mondiale du rein célébrée ce jeudi. Des efforts consentis, les autorités comptent démarrer la transplantation cette année. Covid-19, les autorités sanitaires recensent 6 décès et 176 nouvelles infections en l'espace d'un jour, au moment où 40 patients sont en réanimation. L'actualité internationale et la page des sports vont boucler ce journal mis en onde par Alassane Wade. Bienvenue à toutes et à tous. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Comme je vous le disais dans les titres, nouvelle attaque rebelle en Casamance, un caporal-chef tué et 4 autres militaires grièvement blessés après l'explosion d'une mine au passage de leur pick-up. Les éléments armés ont ouvert le feu sur eux avant de prendre la fuite en direction de la frontière avec la Guinée-Bissau. Les accrochages ont eu lieu mercredi en fin d'après-midi à Sikoun. Correspondance Moussa Dramé. Le bilan encore provisoire fait en effet état d'un caporal-chef tué et de 4 autres militaires grièvement blessés et évacués au centre hospitalier régional de Ziguinchor. La nouvelle est confirmée par une source sécuritaire ayant requis l'anonymat. L'attaque a lieu ce mercredi en fin d'après-midi vers 18h dans la zone de Sikoun, arrondissement de Djibanar et département de Goudomp dans l'extrême sud du pays. Selon nos sources, des éléments armés appartenant au mouvement des forces démocratiques de Casamance MFDC ont tendu une embuscade aux militaires en partance pour la relève de leurs collègues en position avancée. Le premier pick-up aurait sauté sur une mine et les assaillants, nichés dans la forêt, ont ouvert le feu sur eux au moyen de fusils automatiques. Le deuxième pick-up militaire a réussi à repousser les assaillants qui se sont repliés en direction de la frontière avec la Guinée-Bissau, rapporte la même source. Cette attaque intervient quelques semaines seulement après les opérations de ratissage de l'armée en soutien au retour des populations déplacées à leur foyer d'origine comme à Sikoun, Bissine et Senghor. Reste donc à se demander si les bandes armées chassées de leur base ne cherchent-elles pas à occuper à nouveau leurs anciens sites ou c'est juste une attaque isolée. En tout état de cause, ce nouvel accrochage arrive comme pour torpiller l'espoir d'une nouvelle relance du processus de paix en panne, d'abord au plan interne au MFDC et avec l'État du Sénégal en vue de la signature des accords d'une paix définitive en Casamance. Moussa Dramé Sidou, Sud FM. Moussa Dramé, les drapeaux en berne sur l'étendue du territoire national ce jeudi, journée de deuil national décrétée par le chef de l'État hier en Conseil des ministres en hommage aux victimes des récentes violences, plus d'une dizaine de morts comptées. Ce vendredi également déclarée journée de deuil, une initiative du mouvement pour la défense de la démocratie, journée de recueillement en hommage le M2D qui maintient la mobilisation pour la libération de tous les détenus en lien avec l'affaire Sonko. Direction le sud du pays, Bignona qui a enregistré 3 victimes dont est dans le deuil. Les 3 jeunes sont inhumés ce jour, mais la tristesse et la désolation continuent d'envelopper la ville. Ben Michel Kanfoudi. Avec un bilan officiel de 3 morts, le département de Bignona est celui qui a payé le plus lourd tribut dans la tempête qui a suivi l'arrestation du leader du PASTEF Ousmane Sonko. Cheikh Ibrahima Kouli, âgé de 20 ans, et Bounama Silla Sagna, 12 ans, tous deux enterrés au cimetière musulman de Manguiline dans la commune de Bignona, et Famara Goudjabi, 20 ans, enterré à Bilaï dans l'arrondissement de Kataba 1, sont les 3 victimes de cet orage politique et social créé par l'affaire Sonko Adjissar. Si Cheikh Ibrahima Kouli et Bounama Goudjabi sont reconnus comme des militants engagés du parti PASTEF Les Patriotes, l'adolescent Bounama Silla Sagna est lui une victime collatérale des mouvements de foule. Ces 3 pertes en vies humaines des jeunes partis à la fleur de l'âge ont plongé leur famille dans une profonde douleur, un deuil qu'elle partage avec tout le département de Bignona. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM.
Crise socio-politique après le discours et les promesses du chef de l'État. Le chef de l'État doit poser des actes concrets, réintroduire le poste de Premier ministre, revoir son gouvernement qui a échoué dans la gestion de cette crise et surtout accélérer le processus d'indemnisation et donner de nouvelles orientations par rapport à certains programmes. Écoutons à ce propos le professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngoudambou. Maintenant, il reste des actes pour les matérialiser. Et à cet effet, je pense que le président de la République devrait quand même donc prendre des actes de haute portée. Il en est ainsi de la révision de la Constitution, notamment du préambule de la Constitution, pour y inscrire la Charte africaine de la jeunesse, qui est l'un des textes les plus aboutis en Afrique et dans le monde, et que donc qui est un texte qui a été ratifié par le Sénégal depuis 2006. Je voudrais aussi rappeler que le président de la République, nous avons tout le temps alerté en lui disant clairement qu'il ne fallait pas supprimer le poste de Premier ministre parce qu'il s'exposait. Aujourd'hui, le président de la République doit réintroduire le poste de Premier ministre. Le président de la République doit dissoudre le gouvernement, à mon avis, parce que l'échec du gouvernement a été patent dans la gestion de cette crise. Les questions étaient transversales. Si nous les voyons, nous savons tous que les questions étaient transversales, ça engage beaucoup de ministères. Comme il n'y a pas de Premier ministre, il me semble qu'il faudrait aller vers un nouvel attelage gouvernemental qui permettrait de prendre en compte donc cette demande forte. L'autre chose est que le président de la République devrait accélérer les procédures d'indemnisation à l'égard, n'est-ce pas, des victimes et de leurs parents, mais à l'égard aussi des personnes qui y ont perdu, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, ou bien qui ont perdu, n'est-ce pas, leur commerce, ou bien qui ont perdu leur emploi par rapport à cette situation. Mais le président de la République aussi devrait donner de nouvelles orientations par rapport à certains de ces programmes. Je pense à la DER, par exemple. Nous avions toujours dit au président de la République que la DER, donc voilà, n'était pas très pertinente parce que l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. L'entrepreneuriat doit être productif. Le président de la République pourrait même créer un ministère chargé du développement productif. Je rappelle que le président de la République a créé un ministère chargé, n'est-ce pas, de l'intensification de la main-d'œuvre et de la restructuration quand même, donc du secteur informel. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait rectifier le tir et aussi revoir, n'est-ce pas, sa copie par rapport à un tel ministère. C'était pertinent dans la démarche, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu de réalisation en ce sens. Mais l'autre chose aussi, je pense que le président de la République devrait aussi, pour moi, venir en aide aux forces de l'ordre qui ont montré quand même leur dure réalité, qui ont montré que quand même, à un certain moment, à un certain niveau quand même, ils mériteraient, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, d'avoir des améliorations par rapport à leurs conditions, etc. Dans ce sillage, la gendarmerie nationale constate au même titre que l'opinion nationale les agissements et les sorties médiatiques du capitaine Oumar Touré en service à la section de recherche de Dakar. La gendarmerie nationale informe qu'aucune offre de démission n'a été déposée par le capitaine Touré qui du reste manque depuis quelques jours à l'appel du service auquel il est lié. Cet officier connu jusque-là pour sa bonne manière de servir est en train de violer ses obligations militaires s'agissant de sa responsabilité dans l'enquête dont il n'était pas le directeur. Il a lieu de préciser aussi que le capitaine Oumar Touré n'est pas le commandant de la recherche, de la section de recherche. La gendarmerie nationale attachée aux lois et aux règlements de la République prendra les mesures face à cette situation. Sud FM. Covid-19, 6 décès et 176 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. 109 sont issus de la transmission communautaire, dont 59 à Dakar, 12 à Thiès et 6 à Mbour. 40 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, le Sénégal a enregistré plus de 68 000 personnes déjà vaccinées. Écoutons à ce propos le docteur Mamadou Ndiaye. Sur 1948 tests réalisés, 176 sont revenus positifs. Nous avons eu 67 cas contacts et 109 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 59 cas. Dans les régions, nous avons un total de 50 cas, dont 12 à Thiès, 6 à Mbour, 5 à Tamba, 4 à Ziguinchor, 3 à Kédougou et Angaparou, 2 à Dara, Kolda, Tivaouane et Touba, 1 à Diankhemaha, Diourbel, Kaolack, Khombol,
Louga, Ngekor, Somone, Popenguine et Pout. 208 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mercredi 10 mars 2021. À ce jour, 36 371 cas ont été déclarés positifs, dont 31 675 guéris, 941 décédés et donc 3 754 patients sous traitement. Depuis le début de la vaccination contre la COVID-19, un total de 68 205 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le Sénégal recense depuis le début de cette pandémie 36 371 cas, dont 941 décès. C'est dans ce contexte que le président de la République, Macky Sall, a annoncé hier en Conseil des ministres la fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars prochain à minuit à Dakar et à Thiès. La mesure assortie d'un couvre-feu devait permettre d'endiguer la pandémie. Elle a été le 22 janvier dernier dans les deux régions considérées comme l'épicentre de la pandémie. Justement, seule une poignée d'individus continuent de porter correctement le masque. La plupart des personnes rencontrées dans la rue ne s'adonnent plus à cette pratique. Reportage Ismaïla Marcel Colli. Dans les rues de Sacré-Cœur 3, pyrotechnique, et dans certains lieux de travail de la même localité, seule une personne sur 10 porte correctement un masque. C'est le constat fait ce matin le long des deux voies et le long de la rue qui mène au collège Sacré-Cœur et dans certains services. Cet homme, conscient de la gravité de la pandémie, continue de porter correctement son masque. Il revient sur les raisons qui lui ont poussé à porter le masque. Je pense que la maladie est toujours là, vu le contexte et la situation. J'ai un proche qui d'ailleurs, il a eu le Covid la semaine passée, donc c'est ce qui me pousse à porter le masque, à me protéger. Vu que la situation n'est pas encore réglée, donc je continue à porter le masque pour me protéger et pour protéger mes proches. À quelques jets de là, un autre embouche la même trompette. Le Covid est toujours parmi nous. Il faut se protéger. Effectivement, je suis un citoyen sénégalais comme tout le monde. Et je crois que la maladie est toujours là. Nous devons nous méfier et faire toujours attention. Donc je continue à porter mon masque en sortant de chez moi. Comme toujours quoi. Malgré les nombreux cas de décès dus au Covid-19, la plupart des habitants de Sacré-Cœur 3 pyrotechnique continuent de fouler aux pieds les gestes barrières édictés par nos autorités. Célébration ce 11 mars de la journée mondiale du rein. Les maladies rénales sont considérées comme un gros problème de santé publique avec une prévalence de 4,9% au Sénégal, soit 650 000 Sénégalais atteints d'une maladie chronique, mais plus de la moitié l'ignorent. L'hôpital Le Dantec à lui seul dénombre 1000 nouveaux cas chaque année avec un taux de létalité de 60% des patients inscrits pour dialyse au niveau de la structure. Marie-Rosalie Ndiaye. Considérées comme un gros problème de santé publique, les maladies rénales touchent environ 10% de la population mondiale. Au Sénégal, chaque année, 1000 nouveaux cas sont détectés au service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Malheureusement, plus de la moitié des malades arrivent à un stade très avancé, explique le docteur Moustapha Faye, un néphrologue. En reprenant le service de néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec à lui seul, il peut recevoir 1000 nouveaux cas en consultation externe, ce qui est quand même énorme pour un seul service. Donc, quand on parle quand même de la prévalence, il y a des études qui ont été faites, des études populationnelles régionales, notamment l'étude de Saint-Louis, qui avait quand même noté 4,9% de prévalence. Donc, quand on le rapporte à la population sénégalaise, on est un peu proche des 650 000 Sénégalais qui ont une maladie rénale chronique et dont certains ne le savent pas. Sur les 1000 patients inscrits à la dialyse à Le Dantec, plus de 60% décèdent avant même d'y accéder. Nous avons
étudié la liste d'attente du centre dialyse de Dantec. Donc sur environ 1000 patients qui sont inscrits sur la liste de dialyse, presque les 60% décèdent avant d'accéder à la dialyse publique. Donc ce qui constitue une létalité assez élevée, voire une très élevée. Très élevée. Donc quand même des efforts ont été faits, mais je pense qu'il faudra encore renforcer ces efforts, notamment dans le cadre de la prévention. Il estime que la meilleure manière de prévenir cette maladie reste le dépistage précoce. Il est extrêmement important de dépister précocement et de prendre en charge précocement l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont les deux principales causes de la maladie rénale. Donc le diabète et l'hypertension artérielle, il faudra toujours les dépister précocement, les suivre régulièrement et les prendre en charge de façon optimale. Toutefois, avec seulement 30 néphrologues pour 16 millions d'habitants dans tout le Sénégal, les ressources humaines doivent être renforcées, plaide le docteur Moustapha Faye. Marie-Rosaline Ndiaye, les insuffisants rénaux peuvent pousser un ouf de soulagement. Les autorités comptent démarrer la transplantation cette année. Une audience avec le chef de l'État est d'ores et déjà prévue au mois d'août pour discuter de la question. L'annonce est du président du Conseil national du don et de la transplantation, Farika, joint par Mamdiara Da Silva. L'intérêt d'un organe, non seulement il faut soulager les populations, c'est vrai, légaliser, qui souffrent beaucoup parce que voilà, c'est déjà l'activité de la dialyse, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais c'est quand même un don c'est un donneur vivant. Donc il faut s'entourer du maximum de sécurité et de garanties. C'est pourquoi dans le référentiel, il y a quand même beaucoup d'exigences en termes de ressources humaines. Il ne suffit pas de dire que j'ai des ressources humaines qualifiées, il faut le prouver. Il ne suffit pas de dire que j'ai des blocs, j'ai ceci, cela. C'est vrai, il faut donner mais les gens vont aller voir, parce que le risque zéro, on ne peut pas dire mais vraiment c'est comme la transplantation avec donneur vivant, c'est comme, il faut qu'on soit proche du risque zéro, qu'on soit à risque zéro. Donc c'est extrêmement important et je pense que les hôpitaux sont en train de se mettre à niveau. Donc, nous avons une audience avec son excellence, Monsieur le Président de la République. Et vraiment, la volonté des autorités, c'était de démarrer la transplantation au courant 2021. Et donc, nous espérons que toutes les mesures vont être prises pour que cela puisse se faire dans le plus grand bonheur de tout le monde. Farika, que vous pourrez écouter plus largement, il sera notre invité. Préparatif de la prochaine campagne agricole, comme l'année dernière, le chef de l'État mobilise 60 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural approuve et relève une anticipation de 2 mois. Cela augure d'une bonne campagne. L'objectif fixé est la production de 4 millions de tonnes de céréales. Écoutons le professeur Moussa Baldé avec Hapsa Elimanouane. Le président de la République a validé notre programme agricole et le budget aussi qui va avec, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, comme la campagne de l'année dernière. Il faut dire que le président aussi s'est félicité du bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Nous sommes à mi-parcours là. Après 3 mois de campagne, à peu près 565 000 tonnes de graines ont été certifiées, collectées, ce qui correspond à une masse de 170 milliards injectés dans le monde rural. Sans compter les effets induits, comme le décortiquage des graines. On a vu qu'il y a 116 centres de réception de graines par les exportateurs. Donc on fera le point sur ça à la fin de la campagne. Cette campagne est l'une des plus enrichissantes que le pays n'a jamais eu, parce que le prix moyen aux producteurs est à 300 francs. Cette année, on a eu notre budget le 11 mars aujourd'hui. Je rappelle que l'année dernière, cette opération a été faite au Conseil des ministres du 6 mai. Donc nous avons 2 mois d'avance pour préparer notre campagne agricole à venir. C'est pour cela que nous pensons que cette année, nous allons encore optimiser la mise en place des intrants, la faire plus tôt, et c'est ce qui nous permettra d'avoir probablement une meilleure campagne agricole. Maintenant, l'objectif de cette année, ce sera d'arriver à 4 millions de tonnes. On a eu une production arachidière qui tourne autour de 1 800 000 tonnes. Les productions industrielles de façon générale sont autour de 1 800 000. Cette année, on voudrait au moins obtenir 2 millions de tonnes pour la production industrielle, c'est-à-dire arachide, coton et sésame. Pour ce qu'on appelle les cultures de diversification, nous sommes à une production d'environ 3 300 000. Cette année, nous voudrions atteindre 3 millions au moins 800 000. Comment, avec le même budget, on compte augmenter la production? Évidemment, il faut voir déjà
comment faire en sorte qu'il y ait encore une meilleure distribution des intrants, trouver une meilleure qualité d'intrants. Les innovations, ce sera quoi? On va encore augmenter le quota de l'engrais. L'année dernière, sur les 60 milliards, 21 milliards ont été utilisés pour acheter de l'engrais. Cette année, nous allons passer à 26 milliards, presque 27 milliards. Ça nous permettra d'augmenter au moins de 20 000 tonnes l'engrais, parce que c'est l'engrais qui augmente les rendements et c'est ce qui augmente la production. Il y aura aussi deux autres innovations. Nous allons mettre à la disposition des producteurs de l'engrais organique, parce que vous savez, avec l'engrais chimique, ça lessive nos sols sont de plus en plus détériorés. Il faut qu'on inverse la tendance. Nous allons aussi, pour ce qui concerne l'arachide, qui est très demandé dans le monde, en particulier en Chine, nous allons mettre de l'aflacève pour essayer de contenir l'aflatoxine et rendre notre arachide encore plus compétitive au niveau mondial. La mise à disposition à temps des intrants et la fourniture en équipement à suffisance, principale recommandation du CNCR pour un déroulement correct de la prochaine campagne agricole. Son chargé de communication Sidi Bass en explique au micro de Hapsa Elimanouane. L'année dernière, ils ont mis 60 milliards. Cette année, ils l'ont mis et nous pensons que nous n'allons pas cracher là-dessus, malgré qu'on souhaiterait que l'enveloppe soit beaucoup plus consistante pour que les maires puissent faire de grands résultats au niveau du monde rural. Maintenant, nous pensons aussi, comme ils ont eu à le faire, il est bon qu'ils mettent à temps à la disposition des organisations de producteurs et au niveau des commissions de vente des intrants, les semences à temps, les engrais organiques, chimiques comme bio à temps, parce qu'il y en a parmi nous qui sont versés dans cette dynamique de produire sans les engrais minéraux. Donc là aussi, il est bon que les opérateurs soient rigoureusement sélectionnés et qu'ils mettent à temps ces intrants-là qui peuvent concourir à la réussite d'une bonne campagne agricole. Et comme ils ont eu à le faire l'année dernière, que c'est ce qu'ils doivent mettre à la disposition des organisations de producteurs et des points de collecte des semences, que ce soit des semences de qualité, et sanctionner les défaillants, ceux qui n'en ont pas. Et je pense que là aussi, le Mayer a une expérience avérée là-dessus. Et cela sera le cas comme cela a été par le passé. Et nous pensons aussi qu'il est bon que le soutien à l'équipement du monde rural en petit équipement, en matériel et en matériel de traction tel que certaines unités telles que des tracteurs soient mises à temps et à un prix abordable au niveau des coopératives ou bien au niveau de certains producteurs qui en demandent. Et tout compte fait, nous pensons qu'ils l'ont fait l'année dernière. S'ils évaluent ce qu'ils ont fait de bon l'année dernière, maintenir le cap et voir aussi là où il y a des failles, faire un bilan critique de ces failles pour améliorer ce qu'ils ont fait et faire plus et mieux qu'en 2020, en 19-2020. Sud International. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, message de condoléances et d'hommage des leaders politiques suite au décès du Premier ministre Ahmad Bakayoko. Ahmad Bakayoko décédé hier en Allemagne, Justin Assalé. Drapeau Zamberne, consternation dans tout le pays. La Côte d'Ivoire pleure depuis hier son Premier ministre. Ahmed Bakayoko est décédé à Fribourg, en Allemagne, des suites d'un cancer. Depuis l'annonce de son décès, des messages d'hommage et de condoléances affluent des leaders politiques ivoiriens. Le président Alassane Ouattara dit rendre hommage à son fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à son affection, saluant sa loyauté et son abnégation au travail. Saluant à son tour la mémoire de l'illustre disparu, Pascal Afingessan, le président du Front populaire ivoirien, fait savoir qu'Ahmed Bakayoko était un précieux intermédiaire entre le régime et les autres couches sociopolitiques, vu les efforts qu'il a fournis ces derniers mois pour le rapprochement, la décrispation de la vie politique nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Georges Armaouigné, le président d'Ensemble pour la démocratie et la solidarité, proche de Laurent Gbagbo, ne dira pas le contraire. Je suis bouleversé par ce décès du Premier ministre, dira-t-il, avant d'affirmer qu'il a conduit le dialogue politique qui a permis des élections inclusives. Quant à Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il rend hommage à un frère et dit s'incliner devant la douleur du Ouorodougou qui, avec cette disparition, perd l'un de ses cadres les plus éminents. Il dit s'incliner devant l'image d'un homme généreux, ouvert et proche de ses concitoyens.
Dans son message de condoléances à la Côte d'Ivoire, le président burkinabé Roch Kaboré avance qu'avec ce décès du premier ministre ivoirien, le Burkina perd un ami, un frère attaché à la vitalité des relations avec la Côte d'Ivoire. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fixé au 12 juin prochain les élections législatives anticipées, a annoncé la présidence algérienne dans un communiqué publié ce jeudi. Place à présent à la Ligue Europa, les rencontres qui ont démarré depuis 18h. Manchester United face au Milan AC, 0 but partout. Ajax Young Boys Berne, 0 but partout. Dynamo Kiev Villarreal, même score. Slavia Prague qui mène devant Rangers 1 but à 0. Sud FM, l'invité du jour. Démarrage au Sénégal de la transplantation rénale. Une audience avec le chef de l'État est prévue au mois d'août pour discuter de la question. L'annonce est du président du Conseil national du don et de la transplantation qui va rencontrer à partir de la semaine prochaine les directeurs des hôpitaux pour justement voir comment rendre effectif le don d'organes et la transplantation au Sénégal. Le professeur Farika répond aux questions de Mamdiara da Silva. Alors nous sommes avec le professeur Farika, c'est le président du Conseil national du don et de la transplantation. Professeur, depuis la création du Conseil, quelles sont les procédures qui ont été mises en place pour permettre aux hôpitaux publics de commencer la pratique? Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la transplantation d'organes et la greffe de tissu au Sénégal. Mais je voudrais, à l'entame de mes propos, m'associer au nom de l'ensemble des membres du CNDT et du Conseil scientifique au concert des prières formulées par des segments différents de la population sénégalaise pour une paix durable au Sénégal. Parce que c'est quand même dans une paix durable qu'on peut faire beaucoup de choses, en particulier la transplantation. Et également formuler des prières pour l'ensemble des victimes. Ceci étant dit, la loi sur la transplantation a été votée en 2015. Et le décret d'application a été mis en place en 2019, en juin 2019. Et depuis, le CNDT a travaillé parce que j'avoue que en matière de transplantation, il n'y avait rien sur le plan réglementaire et législatif, donc il fallait tout mettre en place. Et le rôle du CNDT étant de réguler, d'accréditer, d'évaluer les hôpitaux, les établissements publics de santé qui souhaitent faire la transplantation rénale. La première chose, c'était de mettre en place un référentiel. Donc, un référentiel pour l'évaluation des hôpitaux. Donc, ce référentiel pour l'évaluation des hôpitaux a été fait. Il est sorti le 11 avril 2020 par arrêté du ministère de la Santé. Et donc, depuis avril 2020, l'arrêté qui organise la transplantation rénale au Sénégal est disponible. Et cet arrêté, nous l'avons partagé avec l'ensemble des directeurs des hôpitaux du Sénégal en octobre 2020 au cours d'une réunion de coordination organisée par le ministère de la Santé. Et nous sommes quand même passés par le directeur des établissements de santé, naturellement. Et récemment, en début janvier 2021, nous avons adressé une lettre de rappel aux directeurs des établissements publics de santé avec ampliation à tous les directeurs des hôpitaux pour leur dire que le CNDT, en ce qui concerne la transplantation rénale, vraiment est prêt à évaluer tout hôpital qui le souhaiterait, qui déposerait un dossier d'accréditation. Donc pour le rein, vraiment c'est prêt, ça fait bientôt 1 an et nous attendons le dépôt de dossier des établissements qui sont candidats. Et la deuxième chose, le CNDT ne se limite pas au rein parce qu'on a des transplantations d'organes, des greffes de tissus. Pour les tissus, c'est surtout la cornée. Nous avons également élaboré, parce que pour la cornée, il faut un décret et un arrêté qui organise également l'attribution, l'octroi d'agrément. Et également, le décret est prêt, il est dans le circuit, on l'a déposé cette semaine au niveau du ministère, donc ça va sur son cours normal. Donc il y a des structures qui ont déjà déposé leur candidature alors. Par contre, à ce jour, nous n'avons pas encore eu ce qu'on a prévu à partir de la semaine prochaine. Non seulement nous n'allons pas nous limiter aux lettres de rappel, nous allons déplacer, rencontrer les directeurs des hôpitaux. Parce que le référentiel, c'est quand même assez exigeant, hein, parce que voilà, il faut quand même remplir des conditions en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures,
Donc, je pense que les hôpitaux sont en train de se mettre à niveau par rapport à ce référentiel. Parce que ce qui va se passer, ils vont déposer un dossier. Nous avons une liste d'évaluateurs externes qui sont formés à ce référentiel, qui vont aller sur place, évaluer les hôpitaux, voir la conformité entre ce qui est déclaré et ce qui existe réellement, produire un rapport, et sur le rapport sur la base duquel nous allons donner notre avis de le octroi d'agrément ou compléter ceci, cela. Et ça, nous allons rencontrer les différents hôpitaux, en tout cas d'abord de Dakar, à partir de la semaine prochaine, et puis éventuellement les hôpitaux des régions qui seront manifestés pour après un peu mieux discuter avec eux, voir un peu quelles sont les difficultés, quels sont les apports qu'on peut faire à ce niveau. Pour ce moment, mais à ce jour, aucun hôpital n'a encore déposé de dossier de candidature. Alors, professeur, pourquoi, selon vous, le don d'organes et la transplantation tardent à être effectifs au Sénégal? Parce que le don d'organes, vous savez, l'intérêt du don d'organes, non seulement il faut soulager les populations, c'est vrai, légaliser, qui souffrent beaucoup, parce que voilà, c'est déjà l'activité de la dialyse, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais c'est quand même un don c'est un donneur vivant. Donc il faut s'entourer du maximum de sécurité et de garanties. C'est pourquoi dans le référentiel, il y a quand même beaucoup d'exigences en termes de ressources humaines. Il ne suffit pas de dire que j'ai des ressources humaines qualifiées, il faut le prouver. Il ne suffit pas de dire que j'ai des blocs, j'ai ceci, cela. C'est vrai, il faut donner mais les gens vont aller voir, parce que le risque zéro, on ne peut pas dire, mais vraiment, c'est comme la transplantation avec donneur vivant, c'est comme, voilà, il faut qu'on soit proche du risque zéro, qu'on soit à risque zéro. Donc, c'est extrêmement important et je pense que les hôpitaux sont en train de se mettre à niveau. Et puis, la deuxième chose qui a vraiment peut-être impacté négativement le déroulement normal du programme, c'est également la Covid. Les hôpitaux actuellement sont submergés par la prise en charge des cas de Covid, donc, qui a mobilisé énormément de ressources. Donc tout ça fait que je pense qu'il y a un peu une facteur au démarrage, mais nous osons espérer que avec le début de la vaccination, le fléchissement de la pandémie, nous osons espérer que d'ici peu on aura les dépôts, surtout que nous avons une audience avec son excellence Monsieur le Président de la République, avec l'appui du ministre de la Santé en août. Et vraiment, la volonté des autorités, c'est de démarrer la transplantation au courant 2021. Et donc, nous espérons que voilà, toutes les mesures vont être prises pour que cela puisse se faire dans le plus grand bonheur de tous nos malades. Professeur Farika, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national du don et de la transplantation. C'était à l'instant le professeur Farika qui répondait aux questions de Mame Diarra Da Silva sur le démarrage très prochainement du don d'organes et de la transplantation rénale au Sénégal. Place à la page écho avec Hapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, la présente sera consacrée à la zone de libre-échange continentale 3 mois après son entrée en vigueur. Pour en parler, nous recevons la négociatrice en chef du Sénégal dans le cadre de la ZLECAf, Astoussi. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet grandeur nature de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui va permettre d'avoir accès à un marché de plus de 1,2 milliard d'habitants. La ZLECAf couvre des sujets divers comme le commerce des marchandises, le commerce des services, qui constitue la première phase de négociation. Ensuite, les investissements, la propriété intellectuelle, la concurrence et plus récemment le commerce électronique. Les négociations qui ont été lancées en juin 2015 à Johannesburg ont permis d'avoir des résultats significatifs sur les questions de la première phase. Et ces résultats, c'est d'abord un accord cadre avec des protocoles et des annexes, mais également des modalités de libéralisation sur le commerce des marchandises. 90% de lignes tarifaires qui seront libéralisées au bout de 10 ans pour les PMA, dont le Sénégal. 7% de lignes tarifaires
qui seront étalés sur une période plus longue parce que considérés comme sensibles, 13 ans précisément, et 3% qui seront exclus de la libéralisation pour protéger certains secteurs de l'économie. Pour les services, c'est 5 secteurs prioritaires qui seront concernés par les engagements des États membres: les services de communication, les services de tourisme et voyage, les services de transport, les services fournis aux entreprises et les services financiers. Autre résultat important, c'est les règles d'origine de la ZLECAf. Concernant les questions en suspens de la seconde phase, il y a actuellement 40 États qui ont soumis leurs offres tarifaires sur les 54 États de l'Union africaine, donc on attend d'autres soumissions. Pour les services, il y a à peu près une dizaine d'États qui ont soumis leurs engagements en matière de commerce des services et les règles d'origine ont été achevées à une hauteur de 90%. Donc il y a toujours des règles d'origine sur lesquelles donc nous devons négocier, raison pour laquelle il y a un programme de travail incorporé pour finaliser ces questions d'ici juin 2021. Merci aux négociateurs en chef suppléant du Sénégal dans le cadre de la ZLECAf, Astoussi. Merci à la radio Sud FM. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Un soldat tué et 4 autres blessés, c'est le bilan provisoire d'une embuscade en Casamance, leur véhicule attaqué à la suite d'une explosion sur une mine par des rebelles à Sikoun. Journée de deuil national ce jeudi, le drapeau en berne, une journée de prière à la mémoire des disparus des dernières violentes manifestations pour la libération de Sonko. Les maladies rénales, un véritable problème de santé publique, pas moins de 650 000 Sénégalais atteints, 1000 nouveaux cas recensés chaque année à l'hôpital Le Dantec. La rédaction en a parlé à l'occasion de la journée mondiale du rein célébrée ce jeudi. Des efforts sont consentis. Les autorités comptent démarrer la transplantation cette année. Covid-19, les autorités sanitaires recensent 6 décès et 176 nouvelles infections en l'espace d'un jour, au moment où 40 patients sont en réanimation. L'actualité internationale et la page des sports ont bouclé ce journal mis en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir écoutés. Restez en compagnie des programmes de la 98.5 Sud FM Sen Radio. Tout de suite, place à votre rubrique Sud Nutrition. Sud FM.